monsieur, bonjour et merci de rester fidèle à votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'actualité qui évoque aujourd'hui la mémoire du journaliste Norbert Zongo, auquel un colloque international sera consacré en décembre prochain à l'occasion du 25e anniversaire de son assassinat. Pour en parler, nous avons invité Bouraïma Ouedraogo, directeur de publication de Le Reporter et ancien président de la Société des éditeurs de la presse privée. Bonjour monsieur Ouedraogo et merci d'honorer notre invitation. Bonjour monsieur le président, bonjour monsieur le juge. Salut également juge Bernard Bougman en poste pour les échanges de ce jeudi. Bonjour juge Bernard Bougman. Bonjour président Tomangui, bonjour madame, messieurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Watt FM et sur True TV pour cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité qui démarre avec la séquence avant-propos que je convoque à présent. Ce juge Bernard Bougman qui siège donc ce matin et son avant-propos c'est... C'est deux avant-propos d'ailleurs. Je vais commencer parce que à plusieurs reprises ici, je me posais la question de savoir ce que le Burkina allait faire au dire du moment où l'OMS a dit que la maladie à coronavirus n'est plus une question de santé à l'échelle interne, à l'échelle mondiale. Et certains pays avaient déjà levé les barrières, les États-Unis, la Côte d'Ivoire, et puis parfois à l'aéroport, on assiste au ridicule spectacle où on demande à des gens de fournir des tests PCR et tout avant d'aller dans des pays où même les mesures sont levées. J'ai dit ridicule parce qu'on l'a fait aussi à Ebola. Dans Ebola, à un moment donné, quand vous arrivez à l'aéroport de Ouagadougou, j'ai dit on vous tend des fiches ridicules à remplir. Vous êtes même peiné et gêné parce que même les pays où il y en avait ont levé. Coronavirus, c'est pareil. Parfois, il y a eu des incidents liés à cela. Il y en a aussi qui tiennent à faire leur boulot. Parce qu'ils sont là-bas pour faire le boulot. Il y en a qui disent également, mais écoutez, ça ne va pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Moi, je m'en vais laisser, c'est à l'arrivée qu'on me dira de rentrer ou de ne pas rentrer du moment où ce n'est plus un intérêt mondial. La preuve, quand vous partez dans un pays donné, on ne contrôle pas le carnet international de vaccination à l'aéroport de Ouagadougou. C'est à votre arrivée, et c'est le pays d'ailleurs qui demande, mais avant de rentrer chez nous, est-ce que vous êtes vacciné? Vous dites non, oui, vous présentez vos preuves, et vous partez. Si vous n'avez pas encore été vacciné, on vous envoie dans un angle dédié pour cela, on vous vaccine, vous payez les frais, et puis vous partez. Donc ça, c'était monnaie courante, voilà. C'est monnaie courante d'ailleurs, puisque la pratique continue. Donc coronavirus, c'est la même chose. Au même moment où l'OMS dit que ce n'est plus une préoccupation mondiale, des pays lèvent les barrières, les mesures. On était toujours dans des campagnes de vaccination pour la maladie à coronavirus. Je me posais la question de savoir pour répondre à quel objectif. Bon, hier en Conseil des ministres, finalement ça a été levé définitivement. Je pense que c'est mieux. Je dis bien, il ne s'agit pas d'être bon élève, il s'agit ici de ne pas être ridicule. Voilà, donc on a été bon élève, mais à un moment donné, si vous ne faites pas attention, vous devenez ridicule à la face du monde et c'est même risible. Voilà, donc la mesure a été levée. Moi, je salue la mesure et puis félicite le gouvernement pour l'avoir fait. Je pense que ça a été diligent et c'est même mieux pour soulager parce que par moments, c'était tendu à l'aéroport entre certains voyageurs et les agents assermentés qui sont là aussi pour faire leur boulot. Voilà, il y a des incompréhensions, mais je pense que maintenant, tout est derrière nous. Tout comme la maladie à coronavirus d'ailleurs, qui a vraiment beaucoup perdu de son influence sur le genre humain. Deuxièmement, avant-propos, hier en Conseil des ministres, on a vu que pour rationaliser au niveau du parc automobile de l'État, le gouvernement a décidé maintenant un président d'institution, un ministre aura droit à un seul véhicule. Tout le reste va être reversé au parc automobile de l'État. Et maintenant, pour les usages en cas de besoin. Et ce qui est aussi permis, c'est que la flotte de l'État sera suivi maintenant, on saura quel véhicule est à quel endroit et pourquoi. Je pense aussi que pendant le magistère de Dame Rosine Souri Koulibaly, quand elle était au ministère de l'économie, elle était avancée par rapport à cette question de la gestion du parc automobile de l'État. C'est inspiré de l'exemple rwandais, on a contextualisé, bon voilà. Le projet n'a pas abouti compte tenu également de ce concert, parce qu'entre elle et les agents du ministère, à un moment donné, c'était compliqué, parce que quand elle a voulu également toucher les intérêts, notamment
la question qui fâche le Front commun, bon, certains ont fait bloc et puis bon, le reste, je ne pense pas qu'ils aient encore eu la sérénité de regarder les choses comme il se doit. Conséquence, c'était relégué aux oubliettes, certaines personnalités n'en voulaient pas, mais aujourd'hui, je dis également, c'est un pas de franchi. Ce n'est pas... c'est au fur et à mesure qu'on va perfectionner la machine, c'est au fur et à mesure qu'on va rationaliser dans la gestion, mais je dis c'est déjà un pas de gagné, c'est un bond en avant par rapport à ce qu'on appelle la réduction du train de vie de l'État. Un ministre, 3 véhicules, 2 véhicules, et après c'est du carburant, il faut affecter encore des chauffeurs, tout ça c'est beaucoup d'argent. Donc, rationalisation, bravo encore également pour cette initiative. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Une double ration d'avant-propos pour le juge Bernard Bougma qui siège à cette 4e audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine, au cours de laquelle nous évoquerons la disparition du journaliste Norbert Zongo, assassiné avec 4 de ses compagnons le 13 décembre 1998 en rade de Sapuy. Nous parlerons aussi du référendum constitutionnel projeté au Mali pour le 18 juin prochain et autour duquel les contradictions restent fortes. Mais avant d'y arriver, juge Bernard Bougma a sans doute quelques questions d'ordre général pour notre invité. C'est un invité, c'est pas un convoqué. Reima Ouedraogo, qui est directeur de publication de Le Reporter, c'est un confrère, mais on a aussi de l'actualité dans ce domaine-là. Oui, puisque monsieur aussi avait mis les pieds dans ce qu'on pourrait appeler les organisations de la société civile, politique ou pas, mais quoi qu'il en soit, avec la suspension des activités, comment évolue votre organisation aujourd'hui? Je crois qu'on fait comme toutes les organisations, on essaie de nous accommoder de la situation, quoique je fais partie de ceux qui pensent que cette mesure-là, elle est plus improductive et plus portée du problème qu'elle n'en résout. Je crois à moins qu'on nous dise exactement c'est quoi l'agenda politique qu'il y a derrière cette suspension, sinon il n'y a aucune explication aujourd'hui pour la suspension des activités des partis, aussi bien des partis politiques que des autres organisations de la société civile. À partir du moment où il y a d'autres qui organisent des grandes manifestations populaires dans la rue pour soutenir la transition, il n'est pas dit que les partis politiques ne peuvent pas aussi faire autant pour soutenir ou pour interpeller aussi. Mais quand on arrive dans cette situation, on confirme véritablement qu'on est en fait dans une sorte en tout cas, d'étape d'exception qui permet des exceptions de liberté. Or, on veut nous croire aujourd'hui que la Constitution reste en vigueur, qu'elle est complétée par la Charte. Or, la Constitution dit clairement que la liberté de manifestation est garantie à tous les acteurs. Donc, il n'y a pas de raison qu'on choisisse entre ceux qui soutiennent et ceux qu'on estime qu'ils ne soutiennent pas, et ceux qui ne sont d'ailleurs pas vérifiés, pour dire que ceux qui soutiennent ont la possibilité et le droit de manifester, et ceux qui ne soutiennent pas n'en ont pas le droit. On est effectivement dans une situation de fait qui pose véritablement des problèmes, et ça pose aussi beaucoup de difficultés dans le fonctionnement des organisations, aussi bien de certaines organisations de la société civile que surtout des partis politiques. Est-ce que vous êtes parfois invité quand les autres organisent pour soutenir? Est-ce que votre organisation est formellement invitée à se joindre à la mobilisation pour soutenir? Non, on n'a jamais été invité, quoique nous, on n'a pas vocation à soutenir. Nous n'avons pas vocation à défendre les principes de l'état de droit, de la liberté et à se battre contre l'arbitraire. Je crois même parfois que ces manifestations de soutien, en fait, en dehors des visées politiques qu'il peut y avoir derrière, n'a pratiquement pas, à mon sens, un intérêt. C'est vrai, ça donne de la visibilité à certaines personnes, ça donne du pouvoir à certaines personnes. Parce que ceux qui organisent les manifestations aujourd'hui sont les mêmes qui menacent les autres de ne pas, qui interdisent même aux autres de s'exprimer. Pourtant, ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent. Ils comprennent même parfois d'injurier, de diffamer et de menacer de mort. Et c'est ça, effectivement, qui fait que, même si nous invitons, on ne peut pas s'associer à des gens qui menacent les autres de mort et qui estiment qu'eux, ils ont le droit de vie ou de mort sur les autres. Ça ne nous ressemble pas. Nous sommes pour l'égalité des droits, nous sommes pour le droit à la vie, nous sommes pour les libertés individuelles et collectives, nous sommes pour l'état des droits et nous nous battons effectivement pour défendre et protéger l'état des droits. Oui, mais le communiqué, c'est sur la base du communiqué numéro 3 d'ailleurs que ça a été dit. Vous dites qu'il faut laisser réellement les libertés s'exprimer alors que le chef de l'État appelle
à la convergence, à une union sacrée autour de la République pour avancer. Donc c'est mieux de taire cette divergence et puis avancer. Oui, la meilleure façon justement d'aller vers cette convergence, de permettre à chacun d'avoir la liberté de s'exprimer et de dire si oui ou non nous partageons. Parce qu'on ne peut pas faire les convergences sans qu'effectivement, à partir de la pensée unique. Ça n'a jamais fonctionné dans une connue société, ça ne fonctionnera pas au Burkina Faso. Les seuls moyens d'avoir la convergence de vues entre tous les acteurs, c'est de permettre à toutes les opinions de s'exprimer, et à partir de la conjonction de ces différentes opinions, on essaie de trouver les justes milieux, parce que tous autant que nous sommes, il n'y a aucun élément matériel qui permet de mesurer le patriotisme de qui que ce soit par rapport à quelqu'un d'autre. Moi, je ne suis pas convaincu que ceux qui font du bruit aiment plus ce pays que ceux effectivement qui ne parlent pas et à qui on interdit de parler. C'est là où ça pose problème. Il y a des gens qui se sont battus, qui ont une histoire dans ce pays, qui effectivement, dont la vie et les actes au quotidien depuis des dizaines d'années sont liés, intimement liés à leur quête de bien-être pour l'ensemble du peuple burkinabé, à leur bataille pour l'état de droit. Aujourd'hui, des gens ne peuvent pas surgir de nulle part, estimer que tous ces acteurs qui sont battus de longue date ne sont plus patriotes et que c'est les vrais patriotes. Ça, personne ne peut accepter ça, parce que on accepte effectivement qu'on peut aller avec quelqu'un qui reconnaît au moins les mérites qu'on a, qui reconnaît l'engagement qu'on a, qui accepte effectivement que lui n'est pas Dieu et qu'il peut se tromper. Or, si on est dans une situation où les gens estiment qu'ils sont des demi-dieux, sinon des dieux, qu'eux ils ne se trompent pas, et que ce que les autres ont fait depuis le début ne représente rien du tout, et que finalement, ils doivent s'aligner à ce que pensent certains, pour qui apparemment le Burkina Faso a été créé le 30 septembre 2022. D'accord. Notre invité aussi, en plus d'être le directeur de publication, était président de la CEP, la Société des éditeurs de presse privée. Alors, l'événement a été mis, le journal, le bimensuel, l'événement a été mis sous scellé pour des questions fiscales. C'est vrai que le journal a également lancé un effort de contribution pour pouvoir reprendre ses activités. En tant qu'ancien président de la CEP, quand vous avez appris cette information, quelle a été votre réaction? Je dois dire que effectivement le doyen Nama m'a appelé effectivement même au moment où les agents des impôts étaient sur place pour m'informer effectivement de la situation qui s'est passée, et il a essayé de me donner un peu l'explication de tout le processus jusqu'à cette décision ultime, qui d'ailleurs je ne sais pas comment ça se passe dans le principe, sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient en discussion et après un redressement, et il a effectivement pris des engagements pour essayer d'honorer la dette qui a été en tout cas constatée dans l'avis de redressement. Ce qu'il faut ajouter, c'est que, et c'est là où ça fait le plus mal, c'est que cette situation est intervenue au moment où le doyen Nama était malade et évacué hors du pays. Donc il n'a pas pu suivre toutes les procédures administratives à bonne date. Mais ça s'explique. Aujourd'hui, il dispose des éléments qui montrent qu'il était hors du pays à un moment donné pour des raisons de santé, et qu'il n'a pas pu réagir. Et d'Ires, l'administration qui assurait l'intérim avait répondu qu'il était absent, et qu'à son retour, effectivement, il prendrait langue avec l'administration fiscale pour régler les choses. Ça peut se passer hors délai. Je crois que l'administration aussi doit avoir une certaine flexibilité aussi face à des situations comme ça, parce que nous sommes dans une société, nous sommes des humains, et nous avons des petites entreprises qui ne nous permettent pas d'avoir une super structure qui gère certaines choses en l'absence. Parfois, l'entreprise me repose sur une personne. Quand la personne n'est pas là, ça pose effectivement un problème. Pas qu'on ne veut pas, mais pour avoir une superstructure, il faut en avoir les moyens. Donc, et c'est ça qui pose sérieusement un problème. Est-ce qu'il y a une intention manifeste effectivement de profiter de ce qui est légalement justifiable pour créer un préjudice à une entreprise de presse? Nous, on est bien fondés aujourd'hui pour penser que c'est le cas. Et au niveau de la CEP, quand vous discutez avec presque tous les membres, il y en a très peu qui pensent effectivement qu'il s'agit exclusivement d'une volonté de recouvrer une dette fiscale. La preuve en est effectivement que, je ne sais pas, Nama même a des difficultés pour comprendre comment il est passé d'une dette de 8 millions à 20 millions. Et aujourd'hui, on lui dit, même pour relancer la machine et obtenir la réouverture, il faut un minimum exigible de 10 millions. Quand vous regardez l'économie de nos entreprises de presse aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas pu payer 8 millions, qui négocie des échéances sur 8 millions pour payer,
au moins jusqu'à la fin de l'année ou au-delà, on vient lui dire, maintenant ce n'est plus les 8 millions échelonnés, il faut payer 10 millions. Bon, avouez effectivement que là, on est dans une situation où les journaux se retrouvent dans une impossibilité pratiquement de pouvoir fonctionner normalement. Et c'est en désespoir de cause qu'il a sollicité effectivement aussi bien les lecteurs que tous les défenseurs de la liberté de la presse et d'expression, en tout cas lancer cet appel à soutien pour pouvoir effectivement avancer de quoi le minimum exigible là pour reprendre ses activités. Donc, quand on regarde tout ça et que pour nous autres qui avons connu, qui avons dirigé la CEP, qui connaissons la réalité de l'entreprise de presse, qui connaissons toutes les difficultés liées à la fiscalité des entreprises de presse, ça pose énormément de soucis. Et ça fait pratiquement plus de 20 ans aujourd'hui que nous sommes en train de courir derrière avec l'administration, avec des éléments matériels à l'appui, des propositions concrètes pour demander effectivement qu'on réadapte la fiscalité applicable aux entreprises de presse à la réalité économique et à l'environnement économique des médias. Ça donnait l'impression à un moment donné que les gouvernants sont intéressés, mais on a comme l'impression que quand on s'approche du but et qu'il faut passer à l'adoption des textes qui va faire, en ce moment, effectivement, il y a des reculs, des hésitations avec les gouvernements successifs depuis Blaise Compaoré jusqu'à Roch Kaboré. Mais nous avons foi, nous espérons effectivement qu'il y aura un jour un gouvernement qui sera sensible, qui comprendra en fait que le combat de la presse, c'est vrai que c'est des entreprises privées, mais en même temps, c'est des entreprises qui ont des missions, qui assurent des missions de service public, même étant privées. C'est des entreprises qui sont soumises à une responsabilité sociale, qui sont soumises à un devoir d'éducation et d'information des citoyens. Or, l'information, c'est un droit constitutionnel. Comment, effectivement, une entreprise qui offre des services, ou en tout cas qui offre des droits constitutionnels aux citoyens, peut avoir la même fiscalité qu'une entreprise qui a pour vocation exclusive de faire du profit. C'est là, effectivement, où nous interpellons les autorités en disant, le cas malheureux de l'événement doit nous interpeller. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà même de la presse, est-ce que fermer une entreprise, c'est lui permettre de payer les impôts? Est-ce que c'est lui donner de la chance de pouvoir acquitter des dettes? Ou bien c'est de tuer définitivement l'entreprise? Parce que si vous ne fonctionnez pas, vous ne faites pas de recettes, sur quoi vous pouvez compter pour apurer une dette? Je crois que cette logique-là, les impôts doivent réfléchir aussi techniquement. Ça peut faire partie de la législation qui leur permet de faire, mais je crois aussi qu'il faut adapter la législation aussi aux besoins d'efficacité et d'efficience. D'accord. Une bonne page donc de généralité dans cette audience du tribunal de l'actualité qui reçoit Bouraïma Ouedraogo, directeur de publication de Le Reporter. Nous parlons bien entendu du journaliste d'investigation Norbert Zongo, assassiné depuis bientôt 25 ans maintenant. Conscience historique et renaissance africaine, idéaux fondamentaux de la pensée de Norbert Zongo. C'est sous ce thème que se tiendra le colloque international pluridisciplinaire qu'organise à cette occasion du 13 au 15 décembre 2023 à Koudougou, le Centre national de presse Norbert Zongo et l'université Norbert Zongo de Koudougou. Ce colloque international viendra donc saluer la mémoire du journaliste d'investigation, comme je l'ai dit, qui a été donc immolé, brûlé par le feu et qui reste une référence pour toute la presse et tout l'univers médiatique. Les bons points du Burkina en la matière tirent également leur origine de cet événement-là. Alors, tout d'abord, que savez-vous de Norbert Zongo en 2 mots? Que pouvez-vous dire là-dessus? Vous l'avez rencontré avant sa mort. Oui, Norbert Zongo, c'était effectivement un journaliste. Mais Norbert Zongo, c'était d'abord un citoyen déterminé, un patriote qui a fait don de sa vie pour effectivement défendre l'état de droit, pour défendre la liberté de presse et d'expression, pour défendre la démocratie tout court et offrir la chance
aux générations actuelles du Burkina Faso d'avoir la liberté de pouvoir s'exprimer, d'avoir la liberté de défendre les droits. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous le devons en partie à Norbert Zongo, surtout au niveau de la presse, en termes de liberté d'expression, en termes de liberté de presse, mais en termes aussi de qualité. Parce qu'effectivement, quand on regarde du temps de Norbert Zongo, il y avait que son journal L'Indépendant, qui était un journal d'investigation. Quand vous regardez aujourd'hui, c'est vrai, et c'est dommage que l'Indépendant, on n'ait pas pu sauver l'Indépendant, que l'Indépendant n'ait pas pu survivre à Norbert Zongo. Mais il y a plusieurs journaux qui sont nés effectivement dans les sillages effectivement du sacrifice de Norbert Zongo. Et aujourd'hui, on a au moins 3-4 journaux. En temps, il y en avait beaucoup plus. Et malheureusement, l'environnement économique est passé par là. Certains ont commencé à disparaître de l'échiquier médiatique. Mais en termes de quantité, aujourd'hui, on peut se réjouir que Norbert Zongo ait beaucoup d'héritiers en termes de pratique du journalisme d'investigation. Oui, Bernard Bougman. Oui, tout à fait. C'est cet héritage-là qu'il a laissé, surtout au niveau de la presse d'investigation. Et donc, il y a une université maintenant qui porte son nom, mais il y a c'est vrai qu'il y a le dossier judiciaire qui est là. Vous vous intéressez à ce dossier. Ils sont d'ailleurs à quel niveau? C'est vrai que le dossier, on attend toujours le signal du côté de la Cour européenne des droits de l'homme par rapport à la demande d'extradition de François Compaoré. Vous vous souviendrez que François Compaoré a perdu devant les juridictions françaises au terme de toutes les procédures engagées pour empêcher son extradition vers le Burkina Faso. En dernier recours, ses avocats ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme et nous attendons effectivement que la Cour puisse trancher pour qu'on renvoie François Compaoré. Mais au-delà de François Compaoré, il y a d'autres personnes qui sont inculpées dans le dossier. Les juges d'instruction semble-t-il en tout cas à un niveau très avancé et que en cas de décision, quelle que soit la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, on peut enrôler le dossier Norbert Zongo et le juger en l'état parce que le juge aurait pratiquement bouclé son dossier. Donc à ce niveau-là, je crois que on est suspendu à la décision de la Cour européenne de justice. Et nous espérons que peut-être d'ici le colloque, on aura une décision qui permettra qu'à défaut qu'on ait la lumière sur l'assassinat, en tout cas c'est ce qui s'est passé le 13 décembre, donc l'assassinat suivi de l'immolation, comme il a dit, de Norbert Zongo et de ses compagnons, qu'on puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que des Burkinabés aient pu effectivement tuer et brûler d'autres Burkinabés. Au nom de quoi ils l'ont fait et pour comment on peut faire ça à un frère burkinabé. On peut même faire ça, on peut même pas espérer qu'on fasse ça à un être humain. Et cette bestialité-là mérite effectivement qu'on puisse savoir ce qui s'est passé, qu'on puisse mettre des noms et des visages si effectivement les acteurs de cette horreur qui s'est passée le 13 décembre 1998. Et alors, justement, est-ce que récemment, on a vu qu'il y a quand même un certain nombre de procès emblématiques qui ont pu se tenir. Est-ce que ça ne suscite pas l'espoir que bientôt, on aura ce procès sur l'assassinat de Norbert Zongo? Oui, je crois qu'à ce niveau, on ne s'inquiète plus de savoir s'il y aura vérité ou si pas. On espère que ce sera fait le plus tôt possible parce que le dossier, comme je l'ai dit, semble à un niveau avancé. Et ce qui pose problème effectivement, c'est l'absence du suspect numéro 1, puisque aujourd'hui dans le dossier Norbert Zongo, peut-être pas dans le dossier, si dans le dossier du juge d'instruction, peut-être qu'il n'est pas le suspect numéro 1, mais quand vous sortez, vous demandez à l'opinion de façon générale qui est derrière l'assassinat de Norbert Zongo, tout le monde va, en tout cas la grande majorité va pointer François Compaoré. Ce qui ne veut pas dire forcément que c'est la vérité. Et c'est d'ailleurs ça, ce qui ne veut pas dire forcément que c'est la vérité. C'est d'ailleurs ça que nous autres, nous pensons effectivement, et nous ne comprenons pas pourquoi François Compaoré ne veut pas venir s'expliquer. Parce que c'est l'occasion qui lui est donnée effectivement de prouver que pendant ces 25 ans, on s'est trompé royalement sur lui et qu'il n'est pas derrière cette horreur de s'appuyer. Or, en faisant en sorte de ne pas vouloir venir répondre, il renforce le sentiment qu'il a des choses à se reprocher. Mais en tous les cas, nous faisons confiance à la justice. S'il vient, ce serait l'occasion effectivement pour lui de se défendre
et de pouvoir se laver s'il n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à sa pays. Mais s'il ne vient pas, effectivement, malheureusement, la justice sera obligée de juger malgré tout et qu'il ne pourra pas se plaindre de la décision qui sera prise à son absence parce que c'est parce qu'il a refusé de venir répondre. On a entendu tous les subterfuges que lui et ses avocats ont voulu utiliser comme argument pour vouloir justifier le fait qu'il ne va pas et répondra pas devant les juges. On a entendu que s'il vient au Burkina, il sera coupé en rondelles. Qu'est-ce que François Compaoré représente pour les Burkinabés au point qu'on veut le couper en rondelles? Gilbert Diendéré est en prison ici. Est-ce qu'on a touché un seul de ses cheveux? Donc, Blaise Compaoré, son grand frère, effectivement, est en fuite. Mais personne ne demande qu'il a été jugé. Il faut tirer le leçon du passé. Lui, il a refusé de répondre. Il a été jugé et condamné par contumace. Et quand vous êtes condamné par contumace, si je ne m'abuse, je ne suis pas juriste, mais je crois effectivement que ça limite les possibilités de recours. Or, quand vous venez répondre, si en première instance ça ne fonctionne pas, vous pouvez faire appel. Si ça fonctionne tout, vous pouvez vous pourvoir en cassation et vous pouvez aller jusqu'aux juridictions internationales. Donc, il y a tellement de possibilités qui s'offrent à M. François Compaoré que je ne comprends pas personnellement, et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Beaucoup de Burkinabés certainement se posent des questions. Pourquoi il ne veut pas répondre devant la justice? On avait dit qu'il avait des problèmes avec le régime Kaboré. Le régime Kaboré est tombé. Aujourd'hui, donc il ne peut pas. Quel argument il peut avancer aujourd'hui politique pour dire que la justice est indépendante à partir du moment où, théoriquement, en tout cas, on est dans un contexte de neutralité politique. Et la justice devrait être suffisamment indépendante. Même si effectivement, et je suis sûr de ceux qui le croient, même sous le régime antérieur, elle n'était pas moins indépendante. Alors, en attendant donc que la justice se fasse, il y a ce colloque international qui va se tenir. L'annonce en a été faite le 6 juin dernier par un comité d'organisation. La présidente, c'est Edwige Zagré-Kaboré. C'est un colloque à la fois scientifique et socioculturel, Bernard Boubou. Oui, justement, scientifique et socioculturel. Bon, il y a eu plusieurs forats pour des personnalités et tout. Bon, la particularité de ce qui va venir, c'est quoi exactement? Je dois préciser que je ne fais pas partie des organisateurs. J'apporte mon appréciation parce que je ne suis plus membre du comité de pilotage du centre de presse depuis quelques années. Mais ce que je sais de ce colloque, c'est effectivement un colloque pour rendre hommage comme on appelle, à Norbert Zongo en tant que à Norbert Zongo, mais également aussi à tout le travail qu'il a pu faire effectivement au service de son pays. D'où l'idée effectivement de voir comment effectivement l'engagement citoyen et militant de Norbert Zongo peut être conceptualisé pour effectivement transmettre aux générations futures l'essence, comme on le dit, l'essence de son combat. Il y a d'ailleurs le livre synthèse de ces éditos porte ce titre-là, l'essence d'un combat. Et il est bon effectivement que les gens ne se contentent pas de dire partout Norbert Zongo, partout il a été si. Il faut que les gens sachent exactement quelle a été la trajectoire de Norbert Zongo, quelle a été sa carrière professionnelle, quel a été son engagement militant et quelle a été la part du travail du journaliste. Parce que contrairement à ce que les gens veulent, on est curieux aujourd'hui que les gens disent que prennent Norbert Zongo comme modèle en oubliant que Norbert Zongo n'était pas seulement qu'un journaliste. C'est vrai qu'il faisait son travail de journaliste, mais Norbert était avant tout un militant qui prenait son bâton de pèlerin, qui faisait des conférences à travers le pays, qui n'hésitait pas effectivement à aller interpeller quelqu'un individuellement s'il pense effectivement que c'est la solution pour régler le problème. Donc, il y avait plusieurs facettes de l'homme qui effectivement se rejoignent en tout cas sur un point, son engagement pour son pays. Et pour le Burkina Faso, et pour le peuple burkinabé, Norbert Zongo était prêt à tout, y compris au sacrifice suprême, et c'est ce qui est arrivé. Pour ceux qui ont connu Norbert Zongo, vous avez beaucoup d'anecdotes, que ce soit à travers des conférences, que ce soit à travers des interpellations individuelles. Je me rappelle que jeune journaliste aux éditions Le Pays, quand je suis arrivé,
quelques mois après, le pays avait eu un contrat avec la présidente du Faso pour produire le journal des engagements nationaux. C'était pour rendre visible au bout de la deuxième année des engagements du président Blaise Compaoré. Le président Compaoré a pris ce qu'ils appelaient les 6 engagements. En temps, c'est devenu 2 juin 1994, voilà, suite à la dévaluation. Donc, et 2 ans après, à partir de 1996, ils ont commencé à vouloir effectivement faire le bilan. Mais en 1997, la décision a été prise effectivement d'éditer un journal et on avait demandé au pays de pouvoir faire ce journal-là et c'était encarté à l'intérieur du journal Le Pays. On m'avait confié la responsabilité d'éditer ce journal, et en tout cas de produire ce journal. Donc je faisais les reportages, les entretiens, naturellement en lien avec le secrétaire permanent des engagements nationaux. Et puis un jour je vais à une rencontre, une conférence, où Norbert était là. Donc quand il ne me connaissait pas, mais il lisait curieusement le journal des engagements nationaux. Donc quand je me suis présenté, j'ai dit je suis Bourama Ouedraogo du journal Le Pays. Ah, il a dit, ah tiens, c'est toi petit frère. Ah, tu commences ta carrière par la publicité. On fait pas carrière en journalisme, en publicité. Hein. Ça, c'était le travail d'une agence de communication. On vous amenait vous encarter. Mais pour vous, journalistes, et je lui ai dit non, effectivement, bon, moi, c'est une mission qu'on m'a confiée et je l'exécute. Donc, mais si vous me confiez une mission, je serai prêt. Il dit, mais donc vous êtes prêt à écrire à l'indépendant? Il dit, oui, si vous me donnez la possibilité d'écrire à l'indépendant, je vais écrire à l'indépendant. Il dit, ok, affaire à suivre. Mais ça, c'est tout Norbert. Parce que c'était le premier contact que j'avais avec lui. Et c'est resté effectivement de 1997, chaque fois qu'ils avaient l'occasion de le voir, je partais le saluer, grand frère, mais il n'avait vraiment pas le temps. Vous allez chercher à le voir, malgré sa disponibilité, il était sollicité de toutes parts, et c'était très compliqué. Et Norbert, donc c'était comme ça, Norbert, c'était à la fois son travail de journaliste, son travail de sensibilisation, de proximité envers des acteurs qu'il pense pouvant être des acteurs de changement, mais aussi des gens qu'il pense qu'il peut contribuer à modeler ou à changer la trajectoire au service du bien commun. Et donc tout ça, effectivement, ça mérite que les gens, parce que quand les gens disent Norbert Zongo, ils croient que Norbert Zongo, c'est juste le journaliste qui écrivait dans l'Indépendant. Et aujourd'hui, les gens nous reprochent que vous êtes des journalistes et vous êtes militants dans des organisations. Norbert militait dans des organisations. Norbert était militant du MBDHP. C'était connu. Norbert, c'est vrai qu'en ce moment, il n'y avait pas beaucoup d'organisations. Norbert était président à la CEP au moment où il mourait. Donc, Norbert était membre de plusieurs organisations au plan international. C'est dire en fait que l'engagement militant n'est pas antinomique à la pratique du journalisme. Sauf si, effectivement, c'est un militantisme partisan. Or, l'engagement militant de Norbert Zongo, la particularité, c'est que ce n'est pas un engagement partisan, ce n'est pas au service de quelques groupes ou politiques ou des individus que ce soit, mais c'est au service de la nation et de la démocratie. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est aussi essayer de faire... Personne n'a la prétention d'être Norbert Zongo. Tout comme d'ailleurs, j'ai dit, quand les gens disent qu'il y a des Sankara qui sont nés, personne ne peut être Sankara, personne ne peut être Norbert Zongo. On peut essayer de nous inspirer au maximum de ce qu'ils ont pu accomplir lors de leur passage sur Terre. Et c'est ce que nous essayons de faire, avec nos limites, avec nous aussi nos limites, mais aussi ce que nous avons comme capacité, mais nous n'avons aucunement la prétention d'être des Norbert Zongo. Pas la prétention d'être le Norbert Zongo, lui s'appelait aussi Henri Sebgo, on l'a assassiné le 13 décembre 1998, ça va faire 25 ans bientôt, un colloque international lui sera donc dédié à cette occasion pour ce 25e anniversaire qui regroupera des chercheurs universitaires de tous les domaines des sciences sociales. Il y aura un volet socio-culturel avec donc
des activités sur les projections de films, des expositions de photographie, mais il y aura même une action caritative. Nous a appris la présidente du comité d'organisation, une action caritative en faveur des étudiants en personnes déplacées internes de l'université Norbert Zongo. Je ne sais pas si vous avez encore une préoccupation sur ce volet. À notre invité, Bouraima Ouedraogo, je rappelle donc à nos auditeurs, qui est directeur de publication de Le Reporter. Oui, c'est vrai que vous n'êtes pas membre du comité d'organisation, mais naturellement, il y a des attentes. Parce que j'ai dit plusieurs rencontres de ce genre, consacrées aussi à des personnalités, on en a eu. À la fin, qu'espériez-vous comme résultat qui puisse contribuer à faire connaître davantage l'œuvre de Norbert Zongo? Je crois que le fait déjà de tenir ça à l'université Norbert Zongo est déjà un premier résultat qu'on peut espérer, qui peut permettre aux étudiants de l'université Norbert Zongo de comprendre qui est-elle l'homme dont leur université porte le nom. Ça, c'est le premier élément. Et le fait que ce soit une université aussi, on doit s'attendre à des actes qui sanctionnent effectivement le colloque. Ça dit si l'œuvre et la pensée de Norbert Zongo, mais son héritage aussi. On peut s'attendre à des actes qui peuvent être des recommandations pour l'action. Et c'est là où effectivement un tel colloque est digne d'intérêt. Je pense que l'autre élément aussi, en termes d'attente aussi, ce colloque, c'est que ça sert de point de départ à la valorisation des vrais patriotes de ce pays. Des gens qui ont donné de leur vie pour que le pays devienne ce qu'il est, sans rien attendre en retour. Et des gens qui n'ont pas effectivement emmagasiné des trésors pour leur famille, mais dont les noms sont désormais collés à l'histoire de ce pays. Norbert Zongo en fait partie. Je pense que tout ce qu'on fait aujourd'hui, tous les jeunes qui veulent aujourd'hui, j'aime bien la formule de Dr Rassablaga Ouedraogo quand il dit Thomas Sankara ici, Thomas Sankara partout et nulle part, Norbert Zongo ici et nulle part. Les gens veulent être comme Norbert Zongo, veulent être comme Thomas Sankara, mais ils sont accrochés effectivement à des choses qui sont contraires à l'éthique du bien public, à l'éthique effectivement de la constitution de l'état de droit. Ceux-là effectivement, ils peuvent dire la patrie ou la mort, ils peuvent chanter tous les jours ce qu'ils veulent, mais effectivement, on ne rentre pas dans l'histoire par effraction. On rentre dans l'histoire par des actes concrets et chacun sera apprécié sur la base des actes qu'il pose. Et c'est en cela, effectivement, qu'un tel colloque doit être interpellateur. Pour ceux qui aspirent effectivement à la postérité, à entrer dans l'histoire, qui comprennent effectivement que ce n'est pas une affaire d'individu, ce n'est pas une affaire personnelle, c'est une affaire que quand on a les convictions qu'on défend le pays, qu'on défend le peuple, on est effectivement, il y a un certain nombre de principes sur lesquels on doit s'engager. Et le colloque doit pouvoir nous donner effectivement des éléments, des pistes de réflexion, ce qui peut être des pistes, des critères d'appréciation d'un engagement citoyen. Ce ne serait pas forcément des dogmes, mais ce seraient des éléments qui inspirent à tous ceux effectivement qui pensent qu'à un moment donné ils peuvent s'engager pour leur pays en s'inspirant effectivement du cas spécifique de Norbert Zongo. Norbert Zongo, on en parlera encore d'ici jusqu'en décembre et même au-delà. C'est la 4e audience de la semaine pour le tribunal de l'actualité qui reçoit pour vous Bouraima Ouedraogo, directeur de publication de Le Reporter. Quittons le Burkina pour aller juste à côté au Mali où les anciens rebelles maintiennent leur opposition au référendum constitutionnel prévu pour le 18 juin prochain. C'est un référendum qui normalement sera organisé partout, sauf dans certaines zones du Nord contrôlées par les groupes armés signataires de l'accord de paix d'Alger de 2015, notamment à Kidal et à Ménaka. Oui, justement, et d'ailleurs même à Bamako, ça divise, parce que le célèbre imam Diko et ces hommes ne sont pas d'accord avec certaines dispositions d'ailleurs de cette constitution par rapport au mot laïque. Ils disent qu'ils ne veulent pas avoir figuré là-dedans parce que c'est un mot qui laisse la porte ouverte à toutes les possibilités. Donc pour eux, il n'est pas question.
Alors, ils sont nombreux d'ailleurs qui doutent que ce référendum voit lieu un jour. Bon, ça a été programmé. Bon, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer, mais ça vient aussi de mon point de vue, parce que quand Bamako s'était levé pour dire à ceux qui étaient là pour aider de partir, parce qu'ils vont s'assumer, ils vont reprendre Kidal et les autres contrôlés par les groupes armés, bon, aujourd'hui, ça ne l'a pas encore été. Donc, voyez-vous même que ces localités-là disent, bon, pour le référendum, ils ne sont pas d'accord. Parce qu'il y a des groupes armés, ils sont des groupes armés terroristes, mais à l'intérieur, il y a des entités politiques. Maintenant, aujourd'hui, là-bas, faire le distinguo entre les deux entités, ça devient même difficile parce que, bon, ils sont plus ou moins traités de la même façon, alors qu'il y a toujours eu des entités politiques qui portent le combat politique. Il y en a également qui sont des groupes armés terroristes, donc faire la part des choses. Mais maintenant, l'heure est au référendum. Est-ce que le 18 juin, ça va tenir ou ça ne va pas tenir? L'on ne sait pas. Mais toujours est-il que, même à Bamako, il y a des dispositions effectivement qui divisent. Alors, donc, en tout cas, c'est un commentaire que je fais. J'attends de voir si, parce que le 18 juin aussi c'est à côté. C'est dans 10 jours. C'est dans 10 jours, voir comment est-ce que ces choses-là vont se passer. Alors que c'est une étape ultime pour aller aux élections. Et d'ailleurs, quand ils ont annoncé la date, dans les minutes qui ont suivi, la CEDEAO a rapidement sorti de son labo, comme elle sait très bien le faire, sorti un communiqué de félicitations et dit que bon, voilà, c'est bien, elle attend, elle est contente qu'enfin il y ait une date. La CEDEAO dans son rôle, il peut que saluer le fait qu'il y ait finalement une date pour le référendum constitutionnel. Non, moi je ne nie pas, mais la CEDEAO, sa force, c'est le communiquer. En dehors de ça, il n'y a pas autre chose. Donc là, au moins, on ne peut pas reprocher à la CEDEAO de ne pas être efficace. Les sanctions aussi. Quelles sanctions? Qui ne sont pas opérantes. Les sanctions, c'est des sanctions inopérantes. Donc, là, parce que quand elle a essayé d'ostraciser le Mali, ça s'est retourné contre elle. Elle n'a pas pu. C'est qu'elle, l'asphyxie voulue sur le Mali n'a pas eu lieu. Donc, ici, j'ai dit, en matière de communiquer, elle est championne. Et là, bravo, parce que là, les communicants, en tout cas, sont très bien réussis. Mais quand il s'agit de passer à l'acte, de chercher de l'argent, d'envoyer des troupes pour aider un pays à combattre, taper à des portes au plan international pour avoir suffisamment de ressources, voilà, là, ça se fait attendre. Et quand un président a des velléités de troisième mandat, la CEDEAO ne voit pas. Pas du tout. C'est quand les violences commencent qu'elle sort un communiqué pour appeler les protagonistes à asseoir à la table et de savoir raison garder, au calme et à la retenue. Ça, en tout cas, la CEDEAO a sorti son communiqué sur le Mali. C'est bon. Donc, aujourd'hui, c'est cette même CEDEAO qui regarde avec suffisamment de recul. Mais qu'est-ce qu'elle va faire pour qu'enfin le référendum ait lieu en termes de contribution d'organismes sous-régionaux? Ça, moi, j'attends. Alors oui, on va demander à notre invité, c'est dans 10 jours ce référendum, pour les autorités de Bamako, ce référendum va se tenir. Il y en a pourtant qui demandent son report. Comment vous voyez tout ça, vous, à 10 jours de cette date? La situation m'inspire deux commentaires. D'abord à Bamako, même la partie du Mali qui reste sous le joug de la République, si on peut exprimer ainsi. Si bien que, même si aujourd'hui on ne peut pas dire quelle est la proportion du Mali qui est restée dans la République, parce qu'en plus du fait du Nord occupé, il y a les parties aussi occupées par les groupes terroristes. Donc on se demande aujourd'hui avec le référendum, comment aujourd'hui, si à partir de Bamako déjà, on a des difficultés à faire parler, en tout cas à défaut d'amener les gens à parler d'une même voix, qu'on évite au moins une cristallisation comme on a aujourd'hui. Parce que, quoi qu'on dise, les dignitaires religieux qui sont contre effectivement la laïcité mentionnée de la Constitution ont quand même un poids aujourd'hui. On l'a vu lors des différentes manifestations, c'est des acteurs qui mobilisent des foules dans la rue. Est-ce que ça va se ressentir effectivement en termes d'élection ou parce que si effectivement ces groupes-là se décident à battre campagne contre le référendum,
on risque d'avoir effectivement quelques soucis au niveau des résultats. Je ne dis pas que le non va forcément l'emporter, mais le non risque d'avoir un poids. Or, pour une constitution aussi importante pour le Mali, parce que c'est la constitution qui va permettre de sortir de cette période d'instabilité liée à la fois au coup d'État et à la crise sécuritaire, si on sort avec une constitution adoptée par une majorité pas très relative, pas très élevée, pas très forte, on risque effectivement d'avoir dans les mois à venir, ou en tout cas après son adoption, des contestations qui pourraient effectivement poser des problèmes. L'autre commentaire que je pose, c'est que quand on regarde aussi la situation, c'est que le refus du non. C'est ça aussi le problème, parce que il y a les accords, ceux de Kidal ne refusent pas effectivement de tenir compte, ne rejettent pas totalement la Constitution. Ils disent que la Constitution n'a pas tenu compte des accords d'Alger dans lesquels ils sont partis, et le gouvernement de Bamako aussi est parti, même si effectivement c'est l'ancien gouvernement, ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Mais n'empêche effectivement que c'est l'État du Mali qui a signé un accord avec certains de ses citoyens qui ont pris les armes contre la République. Donc il fallait trouver une passerelle, je ne sais pas comment, soit avant la Constitution, de négocier d'abord un accord avec ces populations-là, autour de comment on applique ce qu'on s'est entendu. S'il y a des difficultés, on peut aviser. Moi, c'est là où je ne comprends pas. Chaque fois qu'on signe des accords, s'il y a des problèmes, chacun ne fait pas ce qu'il veut. On se retrouve et on fait le point. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui ne peut pas à l'épreuve de la pratique? Si on ne fait pas ça, et que chacun de son côté va faire ce qu'il veut, moi c'est bien que le gouvernement décide d'aller comme il le souhaite, mais si les autres aussi ne voient pas que l'accord est pris en compte, c'est normal aussi qu'ils ne se sentent pas concernés, parce qu'effectivement, y aller, c'est de renoncer définitivement aux accords d'Alger. Oui, c'est ça. Alors justement, cet accord d'Alger divise déjà les Maliens et la classe politique malienne. Donc, pourquoi ne pas faire Bernard Bougman? Pourquoi ne pas avoir fait en amont un référendum consensus sur cet accord et arriver à quelque chose d'acceptable pour tous? Oui, justement, parce qu'effectivement, cet accord divise les Maliens. Il y a des Maliens qui ne viennent pas en entendre parler. Parce que voilà, c'était comme si on validait les rebelles et tout. Donc il y a des Maliens qui ne veulent pas en entendre parler. Donc tout comme ces messieurs-là aussi par rapport à la question référendaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a deux méthodes. Ou vous négociez, ou vous frappez, ou vous établissez un rapport de force. La négociation a continué depuis de nombreuses années, avant la chute d'ailleurs de Blaise Compaoré qui a hébergé certains à Ouagadougou. Après, l'Algérie a pris pour continuer. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas pu régler. Combien d'années il faut prendre encore? Mais il faut passer par les armes, qui semblent montrer leurs limites dans ce contexte-là. Donc, je pense qu'ils sont dans une situation comme l'Allemagne en son temps, où Bismarck, connu comme on appelle le chancelier de fer, à un moment donné a dit, bon écoutez, ce n'est ni par une vote de majorité, ni par des débats que l'unification de l'Allemagne va se faire. Ça va se faire par le fer et par le sang. Lui, il a choisi cette méthode-là. Si c'était un Africain, c'est un sanguinaire, mais comme c'est de l'autre côté, c'est un, comment on appelle ça, il fait partie des hommes de vision et ces citations sont à profusion dans nos livres. Mais bon, ceux qui ont contré la colonisation ici sont présentés comme des sanguinaires. Bon, bref, je ferme cette parenthèse là pour revenir au cas malien. En la matière, qu'est-ce que vous faites? Le fer, le sang ou la négociation? Bon, Bamako, quand on regarde, c'est les deux. Il y a les armes qui crépitent, il y a aussi les discussions qui se font, mais jusqu'à quand est-ce qu'on estime qu'on est prêt pour avoir un document consensuel, donc, qu'on pourrait appeler constitution, organiser des élections sereinement, sans qu'il n'y ait réellement pas de contestation, sachant qu'on ne pourra pas faire l'unanimité sur terre, alors que bon, plus le temps passe aussi, plus les gens se disent, bon, écoutez, vous êtes en transition, vous ne pouvez pas durer. À défaut, c'est d'organiser, c'est de trouver une mesure consensuelle, organiser les élections, quitte à maintenant un régime démocratiquement élu, de poursuivre l'œuvre que les militaires ont entrepris. Soit de continuer dans la négociation, ou de continuer dans le rapport de force. Mais on ne peut pas rester aussi éternellement dans une transition. Il faut en finir. Je pense aussi que si le référendum est programmé, c'est pour rapidement passer à l'autre étape, qui est d'organiser les élections en s'appuyant sur une telle conclusion. Mais maintenant, voilà, moi la question qui me
pourquoi le terme laïcité pose problème d'ailleurs aux leaders religieux. Parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas la laïcité, ils disent qu'ils veulent le multiconfessionnel. Ici que ce n'est pas bien expliqué. Que multiconfessionnel. On préfère le terme multiconfessionnel. Bon, je ne suis pas de ce groupe religieux. Même d'ailleurs, ça me gêne parce que, en fait, je ne sais pas quelle est la différence en termes. Dans le fonctionnement de l'État, quelle est la différence dans le fonctionnement de l'État entre le terme laïcité et multiconfessionnel. Pour moi, en fait, la laïcité, c'est un principe. Mais il ne faut pas en faire un dogme. C'est pour ça que je dis d'ailleurs, même les cas de Kidal, parce que ce qu'il faut éviter, c'est de prendre des initiatives qui vont consacrer la partition de fait du Mali. Aujourd'hui, les Maliens, dans leur majorité, veulent maintenir le Mali sur son territoire actuel. Que tous ceux qui sont sur le territoire du Mali se conforment au texte de la République et soient soumis à la loi de la République du Mali. Alors, si on est dans cette... Il faut aussi qu'on ait un équivalent de choses comme on appelle le leadership politique capable de porter ces aspirations du peuple malien dans ses différentes compositions. Et c'est là où se pose tout le problème. Parce que pour négocier une telle situation avec des positions aussi tranchées qu'on a, des gens qui veulent même créer un État à l'intérieur du Mali, et peut-être même au-delà du Mali, puisque quand on prend l'Azawad, ça arrive jusqu'à chez nous. Et c'est pour ça d'ailleurs tous les pays concernés doivent accompagner le Mali effectivement dans la réflexion sur comment on résout ce problème. Parce que si on permet aujourd'hui la création de la République d'Azawad, il est clair que dans quelques années, une partie de nos territoires sera concernée par effectivement ce type de revendications. Et il va falloir y faire face. Je crois qu'au Mali, à un moment donné, il y a eu ce qu'ils ont appelé la politique de régionalisation. Une minute. Voilà, qui devrait permettre, très rapidement, effectivement de tenir compte des spécificités géographiques de toutes les entités territoriales du Mali et qui permettait de mettre en place des gouvernants locaux avec un pouvoir central au niveau de Bamako qui va gérer le pouvoir. Est-ce qu'ils sont allés au bout de la régionalisation et que ça a été inefficace pour qu'aujourd'hui on en soit là? Je me pose toujours des questions. Même moi, je fais partie de ceux qui pensent que ça peut être une solution au problème de revendication territoriale des communautés. En tout cas, le Mali, on va surveiller de près. Ce référendum avait déjà été reporté. On verra s'il se tient effectivement le 18 juin prochain. Cette audience du tribunal de l'actualité s'achève. Nous avons évoqué le journaliste Norbert Zongo, assassiné le 13 décembre 1998 et qui fera donc l'objet d'un colloque bientôt dans notre pays, à Koudougou, notamment à l'université. Nous avons également parlé du référendum constitutionnel projeté pour le 18 juin prochain au Mali, avec Boureima Ouedraogo, directeur de publication de Le Reporter et ancien président de la Société des éditeurs de la presse privée. Merci, Monsieur Ouedraogo, d'avoir honoré notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Juge Bernard Bougma, assiégé pour cette audience. Merci, juge Bernard Bougma. Merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tru TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Merci aux équipes et puis n'oubliez pas que l'homme vaut plus par ce qu'il est que par ce qu'il a. Prenons donc soin les uns des autres en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité demain, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.